C'est en 1962 qu'Yves Guinard est arrivé en Dordogne, à Périgueux et dans la vallée de l'Isle, avec la volonté de faire bouger les lignes et d'implanter durablement dans notre département le gaullisme triomphant depuis 1958. Nous nous retrouvons autour de vous aujourd'hui avec la même joie, la même ardeur, le même attachement que lorsque vous nous avez appelés à vos côtés pour servir Périgueux. Ce candidat imprévu, qui venait troubler le petit jeu local des sénatoriales, avait, disait-il, vu un trou dans la haie. Il se lance donc au triple galop dans cette aventure. Je tiens à vous adresser un salut respectueux et affectueux à l'occasion de ce jubilé. Tout au long de vos 50 années de vie publique, vous aurez mené de front une carrière nationale exemplaire, en même temps qu'un ancrage dans cette terre de Dordogne qui vous a accueilli et à laquelle vous avez su rester fidèle. Les élections législatives du printemps 1962, qui virent une large victoire de l'UNR-UDT soutenant l'action du général de Gaulle et de Georges Pompidou, les Périgourdins vous ont successivement choisi comme député, conseiller général et maire de Périgueux en 1971, votre plus belle victoire et le mandat pour lequel vous conservez la plus profonde affection. Parallèlement, vous vous attachez à construire et à moderniser les mouvements politiques successifs qui défendent les idées du général de Gaulle, notamment l'UDR puis le RPR. En Dordogne, vous assurez une reconquête patiente jusqu'à la grande victoire de 1993 où, sous votre autorité, notre famille politique emportera les 4 sièges de députés et le Conseil général pour la première fois dans l'histoire de ce département. Je dis également toute ma sympathie à ceux qui m'ont permis d'avoir 35 ans de carrière politique en Dordogne, c'est-à-dire à mes électeurs, à nos compagnons qui se sont démenés. Mon propos, qui, je vous l'ai dit, va être limité, va porter un peu sur ce que vous avez vu. Je vais le resynthétiser, mais rassurez-vous, je tâcherai de ne pas me répéter. Et puis, naturellement, puisqu'il se passe des choses importantes à Villepinte, je suis très sensible à la lettre que m'a écrite le président de la République en m'appelant Monsieur le Président et en terminant avec à la main ton ami. Je vais rappeler rapidement le parcours électoral que j'ai eu en Dordogne, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et ce parcours avait été précédé de contacts avec la politique nationale depuis le retour du général de Gaulle au pouvoir. J'ai été, je passe très rapidement, directeur de cabinet de Michel Debré en 1958. J'ai donc participé à la rédaction de cette constitution. C'était un très beau travail, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour Michel Debré, parce que s'est réuni la première fois le 2 ou 3 juin, et dans les tout derniers jours de juin, le texte était fait. Alors il a fallu le soumettre à l'organisme qu'on avait fait pour qu'il le revoie. Il a fallu naturellement que le Conseil des ministres se réunisse plusieurs fois, mais tout était en place, je puis dire, à la fin du mois de juin, et le 4 septembre, le général de Gaulle, sur la place de la République, a pu annoncer la Constitution et dire qu'elle allait être soumise au vote du peuple français, qui, comme vous vous rappelez, l'a ralliée avec 80% des voix. Alors, je fus ensuite, en 1959, j'étais également près de Michel Debré à son cabinet, comme il était Premier ministre, et j'ai donc suivi un certain nombre de problèmes, le problème algérien, le problème des rapports qui étaient différents sous la 4e République entre le Parlement et le gouvernement. J'étais, si j'ose dire, déjà un peu au courant de la vie politique avant que j'imagine même de me présenter. Pendant l'année 1959 à 61, comme on l'a dit, j'étais en Côte d'Ivoire. On avait renouvelé le personnel dirigeant
dans nos anciennes colonies, parce que les statuts avaient changé, il n'y a plus de gouverneur, donc j'ai été nommé haut commissaire. Alors j'ai d'abord eu à m'occuper du passage qui était fait, mais enfin il fallait l'ajuster de la situation de territoire d'outre-mer, territoire d'outre-mer, à celui d'États membres de la communauté qui avaient donc la possibilité de s'administrer eux-mêmes, à la réserve de la diplomatie, de l'armée bien entendu, et de la monnaie. Bien. Et puis ensuite, j'ai fait le passage qui était un petit peu délicat aussi, mais enfin, même de la situation d'État de la communauté à la situation d'indépendance. Et je dois dire que pendant cette période, j'ai été plusieurs fois appelé par le général de Gaulle qui me donnait ses instructions. Quelquefois, quand c'était un petit peu serré, il me disait « Vous m'avez bien compris, Guénard ?» Je disais « Oui, mon général ». Et lorsque je suis rentré à la fin de courant 1959, je me suis dit, je pourrais peut-être aller faire le point avec le général de Gaulle. J'ai demandé à l'Élysée si je pourrais avoir une audience du général. Alors on m'a répondu, le général ne reçoit pas les hauts fonctionnaires en fin de mission. Bon, je suis discipliné, mais 2 jours après, on m'appelait et j'étais reçu par le général de Gaulle. Alors on a parlé de la façon dont les choses s'étaient passées. Et quand le général m'a raccompagné à la porte de son bureau, quand il a raccompagné les visiteurs à la porte du bureau, il m'a dit « Vous avez bien agi en Côte d'Ivoire, Guéna, vous avez fait ce qu'il fallait faire. » Ça fait partie des phrases qui sont restées dans mon cœur, comme la dernière phrase de la dernière lettre qu'il m'a envoyée en me répondant « Croyez bien que le souvenir que je garde de vous est sans aucune honte. » Enfin, je ne suis pas ici pour me vanter, mais ça me fait plaisir de parler du général de Gaulle. Alors nous arrivons donc au début de 1962. La situation est difficile en France. L'affaire d'Algérie n'a pas été complètement réglée, mais le reste continue à agir, et vous savez comment ça a failli se terminer quelques mois plus tard avec l'attentat du petit Clamart. Donc on est en train, le général de Gaulle est en train de réfléchir à la façon dont il pourra pouvoir sortir, en ce qui concerne le gouvernement de la France, de cette situation un peu difficile. Et ce que je sais, enfin, je n'étais pas dans les secrets à ce moment-là, ce que je sais, c'est que le général de Gaulle avait décidé de faire un référendum, et pensait-il, c'est ce qu'il fera d'ailleurs, sur l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que vous vous rappelez, dans la Constitution, en première version, le président de la République était élu par les maires, les conseillers généraux, etc. Pour lui donner plus de force, le général de Gaulle souhaite donc qu'il soit élu au suffrage universel. Alors le général donc pense ça, et il pense que dans la foulée, il fera procéder à d'autres élections législatives. Alors les choses vont, avec l'attentat du petit Clamart et beaucoup de choses, tout va un peu se précipiter au point que le général de Gaulle va décider dès le mois d'octobre de passer, enfin fin septembre, il décide qu'en octobre on votera sur le référendum. Et dès que l'Assemblée, qui est douteuse à ce moment-là, en apprenant cela, vote la censure du gouvernement, donc le général dissout l'Assemblée à ce moment-là. Bon, alors, j'avais un tout petit peu réfléchi déjà auparavant à ce qui se passerait. Je ne savais pas que ça se passerait exactement comme ça, mais j'y avais un petit peu réfléchi. Et je m'étais dit, au fond, je pourrais peut-être maintenant me présenter comme député. Alors, mais où? Alors, j'ai d'abord pensé au Finistère. Je me suis dit, au Finistère, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, et puis j'ai tous mes anciens copains des FFL qui sont là, je pourrais compter sur eux. Et j'ai donc fait quelques petites démarches à cet égard, et on m'a dit oui, évidemment, on aurait été très content peut-être de vous avoir, mais il se trouve qu'il y a un de vos camarades de la 2e DB qui était justement dans votre régiment, que vous connaissez forcément, et qui est installé, lui, à Brest, et qui a succédé à son père qui était avocat. Donc c'est à lui qu'on donnera vraisemblablement
l'investiture. J'ai dit oui, ça me paraît tout à fait normal. Alors je me dis, mais bon, je vais peut-être y renoncer. Alors mon épouse, que vous avez vu dans le film aussi, m'a dit, non, il faut trouver autre chose. Mais quoi, dit-elle? Elle me dit, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'autre choix, il faut que ce soit la Dordogne. Alors, la Dordogne, naturellement, la famille de ma femme y est installée depuis des générations et des générations, mais moi je ne connaissais, en 1962, je connaissais de la Dordogne le charme de l'été dans la vallée de l'Isle. Alors je me suis dit, oui. Puis alors j'ai eu la chance parce que le référendum et l'élection législative se sont bousculés. Le référendum a eu lieu en octobre et c'est quelques semaines plus tard qu'a eu lieu l'élection législative. Donc tout était sur quelques semaines, mais ça m'a donné l'occasion, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir une vague investiture, mais ça m'a donné l'occasion, bien entendu, de faire campagne pour le référendum, pour l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire de me faire connaître un peu et de battre les estrades. Bon. Alors, donc, lorsque... il faut que je le dise, comme vous le savez, le résultat du référendum a été positif, le président a été élu au suffrage universel, mais la Dordogne avait voté majoritairement oui. Donc j'arrivais avec quelque chose de solide déjà derrière moi, en disant, mais vous ne pouvez pas contredire ce que vous avez fait, ce vote-là, en élisant personne de la tendance du général de Gaulle. Alors l'élection a donc eu lieu. Alors j'avais comme principal concurrent, j'ose pas dire adversaire, vous allez voir pourquoi, concurrent, j'avais le secrétaire fédéral du Parti communiste qui était Yves Perron. Alors évidemment c'était un peu rigolo parce que se présentaient à l'élection de députés de la Dordogne 2 Yves et 2 Bretons. Alors je veux dire que les choses se sont passées au mieux pour moi, puisque au second tour, j'ai été élu par 16 voix, avec seulement 16 voix d'avance. Mais enfin, c'était ça. Alors il y a eu un recours au Conseil d'État qui a annulé une voix, ça m'était égal, il m'est resté 15 voix, et je suis donc devenu député de la Dordogne en 1962. Je dois dire que ce qui est intéressant, c'est la suite, parce que il est vrai qu'il y a eu un retournement de la Dordogne à partir de ce moment-là. J'ai été 6 fois j'ai été 6 fois après encore élu député. Ce qui était surtout très intéressant, c'est que je n'étais pas le seul député gaulliste élu. On a rappelé qu'à un certain moment, on avait eu les 4 circonscriptions. Et également, on a eu plusieurs fois les 4 villes principales. Bref, il y avait eu un véritable retournement des choses en Dordogne. Alors je me suis présenté à un moment au Conseil général, j'ai été élu en 1970, et il y avait au Conseil général, j'étais pratiquement le seul gaulliste. Alors à chaque le renouvellement partiel se faisait tous les 3 ans. Nous avons gagné, et au bout de, cher Gérard Fayol, 20 ans environ, et alors que moi j'avais quitté le Conseil général car je venais d'être élu au Sénat, je ne pouvais pas cumuler les deux, etc., eh bien, nous nous sommes retrouvés, alors qu'on avait 20 ans plus tôt, on était 0, nous sommes retrouvés avec la majorité, et c'est ainsi que mon ami et compagnon Gérard Fayol est devenu président du Conseil général de la Dordogne. Oui, maire de Périgueux pendant 26 ans. Oui, comme je l'ai dit dans le film, 26 ans, c'est le mandat le plus long depuis le temps de Philippe Auguste. Pour Philippe Auguste, la bataille de Bouvines, c'est 1214, donc tous les records étaient battus. Il est vrai, soyons modestes, que sous l'Ancien Régime, la durée de mandat de maire n'était que d'1 an. Enfin, pour être renouvelée, elle n'était que d'1 an. Bref, bon, tous les records avaient été battus, et
je dois dire que ce que j'ai gardé, enfin je vous ai gardé tous dans mon cœur, mais vraiment ce que j'ai gardé dans mon cœur, c'est le fait d'avoir été maire de cette ville de Périgueux et d'avoir gagné la confiance, je crois, des électeurs. Voilà le retournement, si je puis dire, le retournement politique de la Dordogne depuis 1962. Alors, moi, j'ai quitté la politique lorsque, ayant été élu au Sénat, au bout de 6-7 ans, je m'apprêtais à ne pas me faire renouveler parce que j'aurais été trop vieux. J'ai été nommé au Conseil constitutionnel par le président du Sénat, parce que la place était libre. Et ensuite j'en étais le président. Ceci c'est autre chose. Alors je veux, avant d'en terminer, je voudrais peut-être évoquer deux petits problèmes. Le premier, c'est est-ce que j'ai fait vis-à-vis de ceux qui m'avaient élu ce que je devais faire? Est-ce que vraiment je me suis occupé d'autre chose que de ma carrière politique? Est-ce que je me suis occupé des gens de Périgueux? Eh bien, j'ose dire oui. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. On a parlé tout à l'heure de l'imprimerie du timbre. Il est certain que ça a apporté quelque chose à Périgueux. C'est à Boulazac, mais pour moi, c'est la même chose, Périgueux et Boulazac. Et je dois dire que c'est vrai que je crois que j'ai pris une bonne décision. Alors là, je vous reparlais d'un contact entre le général de Gaulle et moi. C'était un petit comité aussi. Il me dit « Mais monsieur le ministre des Postes, on me dit que vous voulez transférer votre ministère à Périgueux. » Alors je lui dis « En général, pas mon ministère, seulement l'imprimerie du timbre. » Si j'avais posé la question à un ordinateur, il aurait répondu Périgueux. Alors le général a eu la gentillesse de sourire. Bon, je voulais aussi que, en ce qui concerne pas seulement Périgueux, mais le reste de la Dordogne, il y a à Saint-Astier. À Saint-Astier, on l'a oublié maintenant, bien entendu, mais il y avait une base aéronautique. Alors c'était pas grand-chose car le terrain était tout petit, donc il fallait vraiment un tout petit avion pour pouvoir atterrir, ou bien un hélicoptère, au point que comme ça ne servait à rien, ça a été supprimé. Alors j'avais la chance que le ministre des Armées soit Mesmer, qui était un ancien des FFL aussi, et je lui ai dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc il a fait installer une école de gendarmerie, qui a pris une très grande importance. Enfin, j'ai été invité l'autre jour, il y a énormément d'étrangers qui se servent de cette école pour former leurs gendarmes. Voilà, donc ça a été quelque chose de très positif. Alors, vous savez, on a quelquefois des mauvais retours comme ça. Enfin, c'est pas grave, mais j'étais dans ma voiture allant de Chanterac enfin ça remonte à quelques années, Chanterac à Périgueux, je traverse Massignac et je sais qu'après Massignac, il y a un panneau marqué 70. Mais, on voit à droite, on voit à gauche, on voit devant, on n'est quand même pas à ralentir, donc j'étais à 85 ou à 90 à l'heure. Et qu'est-ce que je vois au pied de ce panneau? 2 ou 3 stagiaires de l'école de gendarmerie qui m'arrêtent, qui me reprochent l'excès de vitesse. Alors je ne vais pas discuter du tout, mais enfin, ils m'ont enlevé quelques points sur mon permis et ils m'ont mis une amende que j'ai pris ça tout à fait à la rigolade. Un dernier point sur ce que j'ai essayé de faire pour la ville, la circonscription de Périgueux. Je dois dire que j'avais un faible pour le 5e régiment de chasseurs, puisque je suis moi-même cavalier blindé. J'étais très content qu'il soit à Périgueux. Et en plus, beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être, pour les jeunes gens qui partaient faire leur service militaire et qui souhaitaient rester près de papa et maman, eh bien, ils me demandaient d'intervenir et je les faisais affecter au 5e régiment de chasseurs où on ne se plaignait pas d'eux d'ailleurs. Et à la réforme de l'armée, à X années,
le 5e régiment de chasseurs a été dissous. Alors, ça me gênait beaucoup, puis surtout, les commerçants du quartier me disaient « Oh, vous savez, c'est une perte pour nous, etc. » On me dit « Il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ?» On me dit « Je connais bien le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il a quand même des tas de possibilités de faire des choses. C'était Pasqua. Je vais voir Pasqua. » Alors je vais voir, je lui dis « Écoute, Charles, voilà ce qui m'arrive, etc. Donne-moi quelque chose pour remplacer ce que ton collègue, le ministre des Armées, m'a enlevé. » Oh, Pasqua me dit, écoute, on va voir ça, on va voir ça. J'ai dit, j'ai pas le temps de réfléchir, moi. Écoute, je vais m'installer dans le bureau de ton directeur de cabinet, juste à côté, et je ne le quitterai que quand tu m'auras réglé le problème. Alors, je m'installe près du directeur de cabinet, je dis rien, et 20 minutes après, la porte s'ouvre, Pasqua me dit, ça y est, c'est réglé, je te mets une école de police à Périgueux. Voilà. L'avenir, naturellement, c'est l'élection présidentielle. Bon, c'est une très grande affaire. Alors, on discute de ceci, de cela, est-ce qu'on fera ceci, est-ce qu'on aura quelqu'un qui pourra faire ceci, est-ce qu'il vaut mieux dire augmenter davantage les impôts que celle, etc. En réalité, mettez-vous bien dans la tête que c'est l'élection présidentielle la plus importante, l'élection capitale qui se déroule maintenant, et que l'enjeu n'est pas de savoir si un tel paiera un peu plus, etc. L'enjeu, c'est le destin de la France. Nous sommes en effet, le monde est en effet dans une double crise terrible. D'abord, il y a la crise économique qui a commencé il y a quelques années aux États-Unis et qui est loin d'être terminée. Et d'autre part, le monde est complètement en ébullition. Il y a eu tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, non sans raison, mais maintenant les réactions sont terribles. Vous avez l'Iran qui essaie de se fabriquer une bombe atomique, et naturellement c'est pour en faire quelque chose. Vous avez la Russie a peut-être des problèmes. Vous avez d'autres pays qui émergent, le Brésil, j'ai rien contre, et la Chine maintenant a pris une telle stature, un tel poids, vous avez vu qu'elle était prête à rembourser la dette de la Grèce à condition de mettre la main sur la Grèce. Alors remarquez, je n'attaque pas du tout la Chine, hein, parce que, mais, je vais dire un mot quand même, je montre ce qu'était le général de Gaulle. Il y a 1 an et demi de ça, je reçois une invitation à l'ambassade de Chine à Paris, me disant, voilà, vous venez pour célébrer la glorieuse victoire remportée par la résistance du peuple chinois contre le japonais. Bon, on trouve ça très bien. Et en dessous, il y avait écrit « On vous donnera la parole ». Alors, j'ai donc pris la parole à ce moment-là. C'est pas à Guéna qu'on donnait la parole, c'est à celui qui avait porté les couleurs du général de Gaulle. Donc, voilà la situation dans laquelle est le monde. Et il faut donc que nous ayons un président de la République qui soit à la hauteur de cette situation difficile et à la hauteur de l'enjeu, si on ne veut pas que la France perde son rang de très grande puissance. Or, vous avez vu, en ce qui concerne la crise économique, au G8, les positions et la classe et la stature de Nicolas Sarkozy. Vous avez vu, c'était quand même exceptionnel, que la chancelière de l'Allemagne est venue à la télévision française pour soutenir, pas pour soutenir le président Sarkozy, mais pour soutenir le candidat Sarkozy, ce qui est tout de même plus qu'exceptionnel. Alors, en ce qui concerne pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne le G8, vous avez vu, lorsque le G20, avec toutes les grandes puissances du monde, s'est réuni pour les questions économiques dans le sud de la France, vous avez pu voir aussi que Obama a accepté de faire un débat sympathique, extrêmement sympathique, avec Sarkozy. Donc il a la capacité de prendre en main des problèmes qui sont véritablement très difficiles. Et puis, il reste alors les problèmes diplomatiques et militaires.
Or, je vais citer 3 cas où le président de la République a été exceptionnel. Alors, le premier avait été rappelé un jour par Catherine Ney, que vous connaissez, notre Périgourdine, qui est une très bonne analyse de ce qui se passe en politique étrangère. Il y avait eu une tension, ça remonte à 3 ou 4 ans, il y avait eu une tension très forte, ça peut revenir d'ailleurs, entre la Russie et la Géorgie. Eh bien, le président de la République française, bon, alors nous sommes voisins ni de la Géorgie ni de la Russie, le président de la République française s'est précipité voir Poutine à Moscou et il lui a dit de quoi s'agit-il. Bon, je vous suggère, pour que ça ne dégénère pas, de prendre telle et telle disposition, etc. Très bien, dit Poutine. De là, il s'est précipité en Géorgie, il a dit je viens de négocier avec Poutine, je vous demande d'accepter la négociation. Et les Géorgiens ont dit oui. Eh bien, écoutez, c'est quand même tout à fait extraordinaire que le président de la République française ait pu de lui-même régler un tel problème et malheureusement, comme disait Catherine Ney, il ne l'a pas dit suffisamment aux Français parce qu'il est tellement actif, je ne le reproche pas d'être actif, qu'au lendemain de ce coup d'éclat, il avait des tas d'autres choses à faire et il n'a pas. Mais il faut se rappeler cela. Bon, la deuxième chose, j'ai dit, j'étais au commissaire en Côte d'Ivoire, je connais bien la Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire avec Gbagbo refusant de quitter le siège alors qu'il avait été battu, et Alassane Ouattara essayant de mobiliser des gens pour sortir de cela, la Côte d'Ivoire était, non pas au bord, elle était en guerre civile, et il a fallu la volonté de Sarkozy, avec l'appui des éléments de l'armée française qui sont là-bas, pour régler le problème de la Côte d'Ivoire. Oui, lui, il est capable de ça. Et je n'ai pas besoin de m'étendre, tout le monde le sait, sur l'intervention en Libye. Quand même, le président de la République française, pour mettre fin à une dictature épouvantable et pour soutenir 90% du peuple libyen et mobiliser les forces navales et aériennes qui n'ont subi aucune perte d'ailleurs, qu'il a entraîné avec lui le Premier ministre britannique qui a mis autant de forces en jeu, et avec Obama qui ne pouvait pas intervenir, mais était un peu en retrait derrière et prêt, au cas où cela aurait été nécessaire, à intervenir. C'est quand même un succès extraordinaire. Alors, je vous le dis, c'est vraiment, il le dit probablement beaucoup mieux que moi maintenant à Villepin, c'est vraiment pour lui qu'il faut voter. C'est vraiment lui qu'il faut élire. Je le dis, c'est le destin de la France qui est en jeu. Oh, je ne veux pas critiquer les autres en face, bon, parce que, alors là, c'est blablabla, mais tout de même, je constate que le Parti socialiste, j'ai eu de très bons rapports quelquefois avec certains éléments du Parti socialiste, notamment avec Robert Lacoste, constate que le Parti socialiste a signé un engagement avec le parti écologiste, celui d'Eva Joly. Alors Eva Joly va faire 2 ou 3% de voix, peut-être un petit peu plus, je sais pas, enfin, pas beaucoup plus, mais le Parti socialiste sera obligé d'ouvrir son gouvernement aux écologistes. Or, moi j'ai écouté Eva Joly, j'écoute pas beaucoup, évidemment, j'ai écouté et vraiment je retiens. Elle a dit il faut supprimer le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Alors, où on est une nation, on n'est pas une nation. Si on est une nation, on est une patrie. On peut mourir pour la patrie et en tous les cas célébrer ceux qui sont morts pour la patrie ou ceux qui sont sous les arbres et sont susceptibles de mourir pour la patrie. Et en plus, notre défilé à nous, sur ce thème de la patrie, il se déroule le 14 juillet. Alors le 14 juillet, c'est la date où, en 1789, où nous avons arboré pour la première fois le drapeau tricolore et où nous avons lancé pour le monde entier, qui s'en est largement inspiré, notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Alors, je ne veux pas en dire plus contre... Oh si, je vais quand même rappeler que
Madame Eva Joly a dit que la France devrait renoncer à son droit de veto à l'ONU. Il y a 5 États qui ont le droit de veto à l'ONU. Alors vous savez, moi j'en parle souvent de cela. Alors, je pense que la France en 1940 est écrasée. C'est la défaite la plus honteuse de son histoire. Que le général de Gaulle réussit à remonter la pente peu à peu. Et que on en arrive au moment où l'Allemagne est battue, la victoire, d'abord à signer, à recevoir la capitulation de l'Allemagne. Lorsque Keitel a vu entrer les généraux américains et anglais qui avaient signé, il a vu de l'autre, il a dit « Quoi, les Français aussi? C'est quand même extraordinaire !» Et qu'en même temps, nous avons obtenu un des 5 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Je dois dire que je suis un admirateur de Gaulle, mais d'avoir réussi, à partir de 1940, où il était seul derrière son micro, pour dire continuons la guerre, à replacer la France au premier rang des grandes nations, eh bien, s'il y a un candidat qui évoque qu'on puisse remettre ça en cause, alors je vous en prie, ne lui faites aucune pitié pour que vive la France!